merci beaucoup de vous être connecté, inscrit et connecté à ce webinaire ce matin, qui va donc porter sur l'évaluation de l'évaluation des tiers à l'investigation et qui va nous permettre d'explorer un petit peu les profondeurs de due diligence qu'on peut mettre en œuvre pour rechercher, identifier, évaluer les risques liés aux tiers avec lesquels vous interagissez. On va être trois ce matin à intervenir. Enfin, pour être honnête, ils vont surtout être deux, puisque je vais faire l'introduction. Donc, moi, je suis Nicolas Guillaume, donc je suis associé au sein de Grant Thornton France. Je suis en charge des activités qu'on appelle de Business Risk Services et de Forensic, et qui couvre notamment ces sujets de ce qu'on appelle la corporate intelligence et l'évaluation des tiers. Et donc vont intervenir ce matin les vrais experts, Thibaut et Jérémy, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Thibaut Paulet, enchanté. Je suis senior manager dans les équipes de Nicolas et je gère toutes les équipes et toutes les missions qui ont trait soit à l'évaluation des tiers d'un côté, et je vois qu'un certain nombre de vous sont un peu au courant du sujet, et de l'autre côté, tout ce qui est relatif plutôt à la corporate intelligence, qui est un peu le sujet du jour. Et bonjour, je suis Jérémy Maillet, je suis consultant senior chez Grant Thornton. Ça fait 4 ans maintenant que je suis spécialisé en évaluation des tiers et en intelligence économique, et j'interviens aussi avec Thibaut sur l'ensemble de ces questions-là chez Grant Thornton. Alors, pourquoi on a voulu faire ce webinaire? C'est parce qu'en fait, au-delà de l'enjeu réglementaire qui est lié à l'évaluation des tiers et qui finalement a permis à beaucoup d'entreprises de prendre conscience de ce sujet, on se rend compte que de plus en plus, il faut aller attraper des thématiques de risque de plus en plus diverses, avec des sujets plus ou moins complexes, suivant la nature du tiers, suivant sa localisation, son secteur d'activité, et que souvent, le simple fait de faire un vetting ou une interrogation de base de données plus ou moins automatisée ne peut pas suffire. Donc, on a souhaité pouvoir approfondir ça avec vous. C'est un sujet sur lequel on travaille maintenant de manière assez intense depuis 5 ans. On a des équipes qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, on a deux moitiés d'équipe. On a une moitié d'équipe qui est basée à Paris, aux côtés de Thibaut et de Jérémy, puis l'autre moitié qui est basée sur une de nos plateformes à Maurice, sur des aspects plus d'industrialisation d'un certain nombre de tâches quantitatives. Parce que, comme vous le savez, dans un certain nombre de cas, on a beaucoup de volume, mais aujourd'hui, on ne va pas trop parler de volume, on va plutôt parler de qualitatif et justement d'aller regarder un petit peu sur le fond des choses. On intervient sur un périmètre qui est assez complet, à la fois en conseil pour aider nos clients à mettre en œuvre les systèmes, en audit pour les évaluer, mais aussi en externalisation, donc en opérateur. Donc, on réalise un certain nombre d'évaluations. Donc, ce qu'on va partager sur l'évaluation des tiers à travers les âges, c'est vraiment le résultat d'une pratique et d'une expérience. Aujourd'hui, on a un track record où on essaie d'évaluer évalué un peu plus de 100 000 tiers depuis notre activité, avoir réalisé un peu plus de 3 000 de due diligence, dont 300 approfondis, voire très approfondis en fonction des sujets qui sont à couvrir. Pour tous ces travaux-là, que ce soit en évaluation de tiers ou en due diligence, on essaye de combiner un certain nombre de contraintes, et qui sont les contraintes que vous croisez tous les jours dans votre propre activité, qui sont bien sûr des contraintes de conformité, c'est-à-dire que ce qu'on fait doit répondre aux exigences de la loi, alors que ce soit Sapin 2 pour les aspects anticorruption, que ce soit devoir de vigilance pour les risques plus santé, sécurité, environnement, que ce soit pour des problématiques de lutte contre le blanchiment. Donc, il y a ces enjeux de conformité réglementaire qui se posent. On est aussi obligé de prendre en compte des contraintes assez fortes en termes d'intégration, c'est-à-dire de faire comment on fait cohabiter cette information-là de l'évaluation avec les systèmes d'information, parce que bien entendu, c'est compliqué d'avoir des systèmes complètement disjoints et de chercher l'information partout. Des enjeux aussi de traçabilité, puisque bien sûr, vous le savez, il faut être capable de démontrer tout ce qui a été fait. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est plus les 3 points du tout. C'est de dire, mais comment on fait pour avoir une analyse qui soit pertinente, c'est-à-dire comment on fait pour décoller de la donnée brute, c'est-à-dire ne pas se contenter de donner et de livrer en pâture de la donnée brute, mais d'aller sur le fond, en mobilisant de manière la plus
j'allais dire, intelligente, en tout cas la plus différenciée possible les ressources, c'est-à-dire en les concentrant sur les sujets qui valent la peine et pas sur toutes. Et donc, comment on fait pour prendre une approche par les risques, c'est-à-dire de ne pas donner le même effort sur tous les types de risques. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va essayer de prendre en compte dans la présentation de ce matin. Et c'est Jérémy qui va commencer, et en venant pour commencer sur ce fameux sujet de l'information brute et des bases de données, et en essayant de regarder un petit peu ce qui est intéressant dans les bases de données, puisqu'il est un petit peu moins, ou en tout cas quelles sont les limites de ces sujets-là. Et donc, juste avant de le laisser démarrer, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez le fil de discussion dans Teams qui vous permet de poser des questions tout au long de la séance, et on a réservé un quart d'heure à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Nicolas. Effectivement, ce que l'on observe chez Grant Thornton depuis un certain temps maintenant, c'est que de plus en plus de sociétés s'équipent en base de données, ce qui leur permet d'internaliser une partie de l'évaluation des tiers. L'offre de ces bases de données a vraiment explosé, et aujourd'hui on est capable de récupérer de l'information sur les actionnaires, sur les dirigeants. On peut également regarder s'il y a des sanctions, s'il y a des personnes politiquement exposées. Dans un certain nombre de cas, on a également de la presse négative. Donc tout ça, ça permet aux sociétés aujourd'hui d'internaliser et de faire un premier tamis d'évaluation. Ce qu'on observe aussi chez Grant Thornton, c'est que nos clients font face aux limites des bases de données, parce qu'elles proposent de l'information en brut qui est généralement pas traitée. Il n'y a pas vraiment d'analyse sur les faux positifs, sur les red flags qui ont pu être relevés par les bases de données. Et tout ça, c'est très chronophage pour les sociétés aujourd'hui. Et dans un certain nombre de cas, elles ont besoin d'avoir une équipe dédiée pour pouvoir gérer l'afflux d'informations et gérer tout ça. Ce que je peux également ajouter, c'est que ces bases de données sont parfois très incomplètes. On n'a pas tout le temps l'information que l'on cherche, on n'a pas l'actionnariat, l'information peut être ancienne, et dans un certain nombre de cas, quand on est dans des zones très spécifiques ou quand on sort de l'Europe, les bases de données qui sont généralistes n'ont pas l'information, donc il faut multiplier les bases de données, ce qui peut évidemment avoir un coût. Donc, on a maintenant des clients qui viennent nous voir pour des nouvelles demandes, pour qu'on puisse analyser les résultats des bases de données, qu'on puisse les traiter, vérifier les red flags, vérifier les faux positifs et faire une analyse du risque. Pour faire cela, en grande partie, on utilise les recherches OSINT. Qu'est-ce que sont les recherches OSINT? C'est la recherche de toutes les informations qui sont disponibles en source ouverte. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer de l'information. L'une des premières pistes de recherche que l'on utilise, c'est les informations légales, c'est-à-dire la consultation des registres du commerce local, les sources officielles, les tribunaux, les journaux officiels, etc., etc. Ça permet, si vous voulez, d'avoir une information qui est beaucoup plus fiable, de première main et datée. Encore faut-il trouver l'information et savoir où la chercher. Ça demande quand même une connaissance des juridictions, de savoir quel type d'information est disponible dans quel pays, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il faut avoir un abonnement, est-ce que ça va être immédiat, est-ce que ça va prendre 24 heures. Donc tout ça, ça demande de monter un peu en compétence. Ça peut aussi prendre du temps d'archiver, de noter tout cela pour pouvoir s'en servir par la suite et d'être plus efficace. L'OSINT, c'est également, évidemment, aller chercher sur le web l'information. Donc, tout ce qui peut être référencé est pertinent grâce à des méthodes de recherche qui sont généralement avancées, avec des méthodes de recherche, des sites spécialisés et des astuces. Mais c'est surtout aussi un mode de pensée. C'est-à-dire que c'est se poser la question de quelle est l'information pertinente et comment aller la chercher. On se retrouve un peu dans ce que peut faire une investigation journalistique, par exemple, ou voire policière, c'est-à-dire on essaye d'aller vers là où on veut aller, de trouver l'information. Et là, on peut tomber sur beaucoup de choses. On peut tomber sur des factures, des documents Excel, on peut retomber sur des documents légaux, des rapports annuels, des PV d'AG. On peut avoir un peu tout ça. Évidemment, de la presse négative également pour avoir une analyse réputationnelle. On a également l'étude des réseaux sociaux
qui permet de savoir quels sont les réseaux d'affaires des dirigeants, est-ce qu'il y a des risques de conflit d'intérêts. Donc toutes ces choses-là, on peut aller les chercher en OSINT, et ça permet, par rapport aux bases de données, d'aller infirmer ou confirmer des risques qui ont pu être montrés dans les bases de données, et ça permet aussi d'écarter un certain nombre de faux positifs. Est-ce que la personne identifiée sur les bases de données est bien la personne de ma société? Est-ce que c'est bien elle qui est inculpée? Est-ce que c'est bien elle qui a des problèmes de réputationnels? Donc tout ça c'est l'OSINT qui peut, dans un certain nombre de cas, permettre de faire cela. Encore une fois, les prérequis, c'est d'avoir une méthodologie en place, d'avoir une capacité de recherche sans trop se perdre dans l'information, parce qu'on risque d'être un peu submergé par l'information et donc de ne pas aller à l'essentiel. Et c'est quelque chose, par exemple, chez nous, chez nos consultants juniors, c'est une étape importante de leur apprentissage, c'est d'être capable, si vous voulez, d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'être capable de collecter l'information pertinente sans perdre de temps. Ça, c'est donc les enjeux de l'OSINT. Ensuite, dans un certain nombre de cas, on a la possibilité d'aller plus loin que l'OSINT. C'est ce qu'on appelle l'UMINT. Oui, et peut-être avant de basculer à l'UMINT, je pense qu'il y a un point qui est intéressant dans ce que montre Jérémy, c'est que aujourd'hui, faire de la corporate intelligence, c'est quoi? Si on devait le définir vis-à-vis de ce qu'on est en train de vous présenter. C'est l'expression d'un besoin, c'est la captation d'informations et c'est l'analyse de cette information. C'est ce que nous montre Jérémy, c'est-à-dire que la captation d'informations aujourd'hui, elle se fait avec plein de biais et plein de vecteurs. Le premier vecteur, c'est ce qu'on a montré précédemment, c'est vraiment le vecteur des bases de données. On a un certain nombre d'enjeux, mais on a aussi un certain nombre de limites. Et Jérémy les a bien montrées. L'OSINT, c'est l'une des façons les plus intéressantes aujourd'hui pour arriver à capter de l'information qualifiée. Sur des enjeux de fiabilité, sur des enjeux de disponibilité, sur des enjeux de fraîcheur aussi. Ce qu'on voit par contre, c'est que alors que la base de données peut être globalement utilisée par tout un chacun, on voit aujourd'hui des éditeurs qui proposent des solutions qui sont assez intuitives. L'OSINT, par contre, demande, et c'est ce qu'on a essayé de vous marquer dans ces slides qui sont présentes, dans les slides présentés ici, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de prérequis. Et on estime que la formation, afin de mener des recherches OSINT, elle est fondamentale. Parce qu'il faut savoir où chercher, et que on pourrait assez vite tomber dans cette fameuse botte de foin, mais savoir aiguiller les recherches, savoir être pertinent, et savoir être efficient, ça reste un peu fondamental en OSINT. Là, le troisième enjeu que va vous montrer Jérémy est un enjeu du MINT, qu'on va voir qui est quand même un peu différent. Mais si on s'attarde un tout petit peu sur les capacités en OSINT, alors on a toutes les informations légales, et Jérémy l'a bien mentionné, tout ce qui est registre du commerce, notamment avant tout, pour l'identification des entreprises. On peut avoir la première chose à laquelle on pense quand on pense OSINT, c'est à des navigateurs de recherche. Principalement Google, c'est celui qui aujourd'hui permet d'indexer le nombre de résultats le plus important, mais vous avez aussi un certain nombre de moteurs de recherche qui sont différents et qui parfois nécessitent d'être pris en compte. Imaginons que vous ayez une recherche dans des géographies qui soient autres que la France ou l'Occident. Prenons la Russie par exemple. On a des moteurs de recherche dédiés aujourd'hui. On a un moteur de recherche qui s'appelle Yandex, qui est le principal moteur de recherche utilisé dans la zone russophone. Il faut l'utiliser. Ou la Corée du Sud, par exemple. Là aussi, on a un moteur de recherche particulier, Naver. L'OSINT, c'est beaucoup d'investissement pour avoir beaucoup de résultats. Et je pense qu'il faut aussi le garder en tête, c'est-à-dire qu'il faut être au courant des moteurs de recherche, il faut être au courant aussi des sites qui peuvent vous permettre de rationaliser ou en tout cas de consolider un certain nombre de liens. Vous avez un certain nombre de sites internet aujourd'hui qui permettent de consolider des adresses mail qui auraient pu fuiter par exemple, ou qui sont des liens intéressants. Là aussi, l'investissement me semble important, notamment via l'utilisation d'une veille. C'est-à-dire que, et je pense qu'on l'a vu avec Jérémy depuis un certain nombre d'années, mais depuis 5-7 ans qu'on utilise l'OSINT dans nos travaux, on avait une bibliothèque de favoris qui nous permettait de retrouver assez facilement des informations, soit sur des personnes physiques, soit sur des personnes morales, en France ou à l'étranger. La plupart des liens qu'on avait dans nos listes de favoris à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Et pour plein de raisons. Parce que les sites ont évolué, et on va notamment l'évoquer quand on va peut-être pouvoir rentrer un tout petit peu plus dans les réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui, les sites internet ont bougé,
et que l'information qui n'était pas protégée il y a quelques années apparaît beaucoup plus compliquée à capter aujourd'hui. Et donc cet esprit de veille, il est aussi un peu fondamental. C'est-à-dire que la façon dont vous faites des recherches au SINT aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 2 mois, peut-être que dans 1 an, elle sera forcément un peu différente. Et aussi avec les opportunités qu'on a, et on le voit aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs qui arrivent sur le marché de la collecte de données, et je pense notamment à l'intelligence artificielle, les chats GPT, on a un certain nombre d'enjeux qui commencent à rentrer de plus en plus. Mais ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si tu veux en parler, Jérémy, c'est de faire un focus peut-être plus important sur aujourd'hui les réseaux sociaux. On a pas mal parlé d'adverse média, c'est ça aujourd'hui qu'on arrive à capter le plus. Registre du commerce aussi, c'est un peu les 2 piliers. Les réseaux sociaux, ça peut être un 3e pilier. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Les réseaux sociaux, c'est une bonne façon de pouvoir confirmer ou infirmer des informations que l'on avait, par exemple, sur les bases de données sur un dirigeant. Est-ce que c'est bien ce dirigeant-là? Est-ce qu'il est bien dans telle région? Ça permet également de récupérer une photo pour pouvoir comparer des listes de sanctions. Est-ce que la personne a été sanctionnée? Est-ce que c'est un homonyme? Les réseaux sociaux nous permettent d'aller vérifier l'info via les photos. C'est également le moyen de faire un peu un mapping de l'entourage des dirigeants ou des actionnaires. Donc c'est un outil aujourd'hui qu'on peut utiliser le plus possible, notamment parce que on est maintenant dans un monde où les gens s'ouvrent beaucoup sur Internet. Mais il y a aussi des limites à l'utilisation des réseaux sociaux, puisque dans un certain nombre de cas, l'accès est fermé et on peut pas passer outre ça, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons même légales. Si c'est des groupes fermés, ce sont des groupes pour lesquels on n'a pas accès. Donc on peut pas aller plus loin. Dans d'autres cas aussi, on sait que ça peut être aussi très chronophage d'aller vérifier sur les réseaux sociaux, d'aller scroller sur un compte Twitter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, on a un profil qui permet quand même d'avoir un complément d'informations sur des personnes physiques, sur leur background professionnel. Et donc voilà, c'est un outil qui a ses limites aussi, dans un certain nombre de cas, mais qui effectivement peut apporter plus d'informations. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait donc ce premier tamis base de données et ensuite complément d'informations en OSINT, qui est quand même assez très large, dans un certain nombre de cas, et pour des projets qui sont très spécifiques, on peut avoir le besoin d'aller chercher plus loin parce que l'OSINT n'a pas pu répondre à la totalité des informations. Et le projet est trop important pour laisser en suspens des zones d'ombre ou des zones de risque. Et c'est là où l'UMINT est la 3e étape, puisque là, on va aller approcher des sources humaines locales pour obtenir de l'information qui n'est pas disponible autrement. Ça peut être tout simplement d'aller récupérer des documents sur des registres du commerce sur place, parce qu'elles ne sont pas disponibles en ligne, donc il faut se déplacer, il faut commander le document, mais c'est aussi des entretiens pour obtenir un complément d'information. Là, le prérequis, il est quand même assez évident, c'est qu'on est dans des investigations qui sont beaucoup plus longues en temps, puisqu'il faut mettre en place le process, il faut établir à qui est-ce qu'on veut parler, quelles sont les pistes que l'on veut traiter, et il y a également un coût additionnel, puisque on met en place, on développe toute une stratégie à l'étranger dans un certain nombre de cas, ou même en France, où il y a des déplacements, il y a potentiellement l'utilisation de prestataires qui vont aller faire ces entretiens. Donc il y a ces coûts-là. L'idée de l'UMINT, c'est vraiment d'aller interroger tout type de source qui est susceptible de détenir des informations vitales sur les cibles de la due diligence, ou en tout cas sur les questions que l'on se pose. Ça peut être des anciens collaborateurs, des employeurs, des anciens collaborateurs et employeurs, des anciens dirigeants, des sociétés du secteur,
mais aussi des sources de confiance auprès des autorités compétentes. Est-ce que la société paye bien ses impôts? Est-ce qu'il n'y a pas des investigations qui sont en cours? Quelle est sa réputation dans le milieu, dans le secteur? Tout cela, évidemment, est fait dans les réseaux secondaires des cibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct pour garantir quand même une pleine confidentialité. Aujourd'hui, l'UMINT reste très peu accessible pour les entreprises pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour une entreprise de lancer une investigation UMINT d'elle-même pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça demande d'avoir des réseaux de sources établis un peu partout. Ça demande également de connaître les lois et les juridictions des pays, parce que il y a des certains nombres de cas où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus, donc il faut respecter cela. Donc pour des sociétés, c'est parfois c'est très compliqué. Donc elles se tournent vers des sociétés comme Grant Thornton, puisque nous avons le réseau, à la fois le réseau Grant Thornton international et des réseaux de sources avec lesquels nous sommes sous contrat. Donc c'est des contrats qui permettent d'établir des règles et des fonctionnements qui sont toujours légaux. Et donc ça permet d'avoir une capacité d'intervention, si vous voulez, mondiale, pour aller capter ce surplus d'informations non disponibles autrement. Oui, en fait, ce qu'on est en train de voir en somme, c'est quoi la corporate intelligence? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de comment capter d'informations et on voit que les possibilités sont nombreuses. Florence, j'ai bien vu votre question et on y répondra juste après, sur la fiabilité des sources humides. Nous, chez Grant Thornton, la façon dont on voit la corporate intelligence, c'est avant tout aider dans la prise de décision stratégique, in fine. Et il y a plein de moyens d'achever cet objectif-là. La corporate intelligence, c'est pas non plus que de la due diligence. On en a beaucoup parlé et on le voit dans la slide qui présente ici. Et c'est quelque chose que je pense tous ici, on pratique la due diligence. De par nos obligations réglementaires, Sapin 2, devoir de vigilance, LCBFT dans un certain nombre de cas. La due diligence, c'est la porte d'entrée la plus facile dans la corporate intelligence. J'ai une cible personne morale ou personne physique et j'ai besoin de capter un certain nombre d'informations. J'ai surtout besoin de capter du risque. Mais la corporate intelligence, ça prend aussi d'autres formes. Et ça prend la forme dont vous avez besoin pour répondre à votre interrogation. Nous, aujourd'hui, on est persuadé que la corporate intelligence, en plus de la due diligence, ça repose aussi sur des études sectorielles et des études de marché. On a besoin parfois d'avoir plus d'éléments de contexte sur un marché donné, sur une réglementation dans un pays donné, sur des stratégies à mettre en place. On a besoin d'éléments prospectifs aussi. On a besoin de screener certains éléments par rapport plus à d'autres. Et on va vous le montrer tout à l'heure dans des use cases que nous, on a déjà pu réaliser, mais l'étude de marché, elle n'est pas forcément là pour identifier avant tout du red flag ou des risques, mais elle est là pour mieux comprendre un environnement. Et la corporate intelligence s'intègre très bien là-dedans, puisque nous, notre travail, ça va être de capter de l'information pour vous faire cette restitution. Comment intégrer un pays? Comment rentrer dans un marché? Ça peut aussi faire des recherches qui sont beaucoup plus ciblées et stratégiques. Dans des cadres transactionnels notamment, dans des cadres de cession, dans des cadres d'acquisition, quand il faut vendre une participation, quand il faut acquérir une cible, quand il faut comprendre l'environnement d'affaires d'une personne ou d'un conglomérat, quand il faut identifier des conflits d'intérêts de façon plus importante. Nous, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est que la corporate intelligence, elle ne se déploie pas uniquement dans un cadre réglementaire, mais que les prestations associées vont se faire dans un cadre soit de due diligence ABAC, soit dans un cadre de devoir de vigilance, soit dans un cadre purement transactionnel, soit dans un cadre d'opportunité aussi. Et que la corporate intelligence, c'est avant tout une méthodologie qu'on met au service d'une question ou d'un besoin stratégique. Tout l'enjeu, et je pense que c'est le plus important avant qu'on passe aux questions-réponses à la fin du webinaire, mais tout l'enjeu, c'est qu'on rentre un peu dans le détail justement des use cases qu'on a pu faire. Vous allez voir qu'on a un certain nombre, et ces use cases, ils vont permettre de répondre à toutes les thématiques qu'on a vues dans la slide précédente et qui sont finalement assez larges, qui sont de dire que, quelle que soit la question que vous vous posez ou la réponse que vous avez besoin d'obtenir, voilà la façon dont on peut y répondre. Et ce que je vous propose, c'est que on va avoir 8 use cases
un peu différent. On va rentrer un peu dans le corps de ces use cases et on pourra échanger in fine sur ces éléments. Le premier, je vais vous le présenter. C'est un client à nous qui avait, c'était avant le début de la guerre en Ukraine, et comme beaucoup d'entreprises avant le début de la guerre, avaient encore des activités en Russie. Il y avait déjà cet enjeu de sanctions depuis plusieurs années, et donc c'était déjà un sujet pour les entreprises. Pour ce projet-là, elle avait un potentiel nouveau partenaire commercial. Ce partenaire commercial lui avait fourni un certain nombre de documents sur son actionnariat, sur sa solidité financière. Et donc, le client se disait à ce moment-là que tout lui semblait correct et il n'y avait pas de red flag qui ressortait plus spécifiquement. Le seul point qui inquiétait le client, mais qui est quand même assez classique quand on bosse avec des sociétés en Russie, c'est que l'un des actionnaires était étatique, mais comme il était extrêmement minoritaire, il n'y avait pas de risque que le partenaire commercial lui-même passe sous sanction. Néanmoins, le devoir un peu de vigilance a fait que le client voulait se renseigner et avoir un peu plus d'informations au-delà des informations légales qu'avait pu lui donner son partenaire commercial, au-delà de ce qui avait été pu trouver en base de données, et y compris en source ouverte. Donc là, le but, c'était vraiment d'avoir un rapport HUMINT, donc de l'investigation terrain, pour aller au-delà de ce que l'on savait déjà, parce qu'on est dans une géographie particulière, dans une situation particulière qui fait qu'on a besoin d'aller s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de risque. Et ce qu'a révélé notre investigation HUMINT, c'est que l'actionnaire minoritaire russe était sous sanction, et que malgré le fait qu'il n'ait qu'une participation minoritaire, il y avait quand même une implication très forte de cet actionnaire dans les affaires du partenaire commercial, à savoir la conduite de ses activités, la sélection de sa direction, et que donc le risque était quand même beaucoup plus important in fine, et du fait est que l'actionnaire, bien que minoritaire, avait un contrôle beaucoup plus important sur la société. Donc ça a été un risque qui est ressorti uniquement avec le Mint et qui a entraîné beaucoup de discussions entre le client et le partenaire et donc il y a eu une volonté d'arrêter à ce moment-là la poursuite de la relation. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'UMINT montre bien qu'elle a permis de démontrer des liens informels, en fait, que les bases de données, que l'OSINT n'aurait jamais permis de montrer, in fine. C'est-à-dire que quand on repartait des informations captées en base de données, ou même en OSINT, et Jérémy l'a dit, on était sur des extraits légaux, et donc on avait une vision qui était très administrative de la chose. Et c'est vrai que l'UMINT a permis de prendre le pouce sur place qu'on n'aurait jamais capté autrement. Et je trouve que ça montre une valeur ajoutée qui est plutôt intéressante. On a eu un autre use case récemment qui était assez intéressant, c'est que l'un de nos clients souhaitait rentrer en relation d'affaires avec un partenaire au Togo. Et donc, on nous a demandé de réaliser une due diligence. Tout de suite, on s'est tourné vers l'UMINT. Alors, on s'est tourné vers l'UMINT surtout parce que sur des géographies comme le Togo, et la plupart du temps sur des géographies africaines, c'est vrai qu'il est assez compliqué de capter de l'information soit en base de données, soit en OSINT. Et on se retrouve souvent assez fermé et avec peu d'informations. Donc, on a déployé toute la palette de ce qu'on savait faire. Et donc, on a utilisé de l'UMINT pour 2 cas. Premier besoin, récupérer toute l'information administrative sur les sociétés qu'il fallait qu'on étudie. Et deuxième point, il fallait qu'on fasse de l'UMINT pour avoir des sources sur place qui pouvaient nous donner de l'information sur les 2 dirigeants. 2 dirigeants qui étaient libanais et israéliens, et qu'on soupçonnait avoir des liens soit avec le pouvoir en place, soit avec le Mossad. Donc on partait dans une investigation qui déjà était un peu excitante. C'était un cas qui était intéressant parce que grâce à l'UMINT, on a pu récupérer sur place tous les documents légaux, donc on a pu retracer tout l'historique de la création des sociétés, des actionnaires, des dirigeants et des bénéficiaires effectifs.
ce qui fait qu'on avait une cartographie du réseau d'affaires qui était pour le coup assez claire. On a pu utiliser cette cartographie, nous, ensuite en base de données en OSINT, pour valider un certain nombre d'éléments de risque. Et l'UMINT, ensuite, nous a permis, là, d'aller chercher des personnes qui étaient hautement qualifiées. Et Florence, ça va peut-être commencer à répondre un peu à votre interrogation, mais on est allé interroger certains de leurs concurrents, certains de leurs anciens partenaires, et des gens qui étaient proches de leur famille. Alors tout ça a été fait dans un cadre, comme l'a dit Jérémy, qui était strictement légal. Personne n'a été rémunéré pour nous fournir de l'information, mais il y a eu une approche qui était assez ouverte pour dire on aimerait bien avoir votre sentiment sur comment les affaires sont menées, comment ça se passe. Ce qui est ressorti des investigations UMINT était un élément qui là non plus ne ressortait absolument pas de l'OSINT ou des bases de données, était que ces deux dirigeants possédaient un certain nombre de boîtes de nuit. Et donc on a retrouvé aussi là toutes les preuves administratives, et qu'au sein de ces boîtes de nuit transitaient ce qu'on appelle un certain nombre de mules, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes femmes qui ingéraient de la drogue, qui passaient par ensuite d'autres sociétés qui étaient des sociétés de transport via toujours ces deux personnes pour passer de l'Afrique, pour passer de la drogue ensuite en Europe. Et là, grâce à l'OSINT, on a pu identifier un certain nombre de personnes qui étaient dirigeants de ces sociétés, qu'on a retrouvées aux États-Unis, qu'on a retrouvées liées à d'autres familles, parfois criminelles en Angleterre. C'est le cas parfait, ce cas-là. C'est le cas parfait où l'UMINT était nécessaire, et une fois qu'on a identifié un certain nombre de pistes grâce à l'UMINT, on a pu commencer à les dérouler de façon de plus en plus importante, après, grâce aux bases de données et grâce à l'OSINT. Dans cette géographie-là, il était fondamental qu'on reparte sur de l'UMINT parce qu'il fallait qu'on capte ces premières informations. Ce type d'investigations, qui sont souvent qui peuvent paraître assez longues, ont été réalisées à peu près sous 15 jours ouvrés. Pour aussi vous donner un ordre d'idée. Entre le moment où se lançaient les premières investigations UMINT et le moment où nous, en parallèle, on va pouvoir échanger pour être aussi en base de données et en OSINT. Les deux premiers use cases étaient quand même assez symptomatiques on a avant tout un problématique qui était un problématique de pays et d'entrée dans ce pays-là et d'accessibilité à l'information. Les deux prochains use cases que je vais vous montrer sont pour le coup assez différents. Le troisième use case, on l'a intitulé identification de conflit d'intérêts. C'est vrai qu'on a été sollicité par l'un de nos clients dans le cadre d'une campagne d'audit interne où un certain nombre de questions avaient été soulevées sur cette société était française, notre client est français, mais il y a un certain nombre de filiales plutôt en Europe occidentale. Une question a été soulevée sur est-ce que nos managing directors dans nos filiales respectent leurs obligations contractuelles vis-à-vis du conflit d'intérêts. Et donc, on est allé rechercher sur ces managing directors, voir si, et au regard des participations et des mandats qu'ils avaient déclarés, est-ce qu'ils avaient bien tout déclaré, et est-ce que les mandats et participations qu'ils avaient à date pouvaient être en compatibilité avec leur rôle au sein de la société. Et donc là, on avait une mission qui était avant tout de collecte d'informations sur mandats et participation. Et donc, on a épluché un certain nombre de registres du commerce en Grande-Bretagne, qui sont plutôt open pour le coup, et qui nous permettent de récolter un certain nombre d'informations, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Finlande. Et donc, on a tracé un périmètre qui était assez important, et qui nous a permis d'ailleurs de se rendre compte que ces dirigeants-là, eux, ne possédaient plus forcément de participation qui rendaient leur contrat caduc. Mais que par contre, leurs femmes ou leurs enfants pouvaient être dans ces enjeux-là. Et donc, on a remappé et on a refait une cartographie d'acteurs pour montrer, OK, voilà les participations qu'ils ont à date, voilà les participations passées, voilà les participations de leur épouse aussi. Et en fait, on se rendait compte que via leur épouse, ils passaient via un certain nombre de sociétés ou de SCI. Alors, ça n'a pas le même nom dans d'autres géographies, pour avoir in fine un certain nombre de détentions qui rendaient incompatibles leur contrat. Et vous voyez, la question n'était pas tellement une question de conduite d'affaires, comme vous pouvez voir dans les deux premiers cas, ou de sanctions, mais qui était simplement une question mais qu'est-ce que ces personnes-là peuvent détenir aujourd'hui? Ou quel est leur pourcentage de détention? Et enfin, le quatrième cas que vous voyez ici, le quatrième use case, est là encore un peu différent. On a assisté l'un de nos clients qui souhaitait mener une opération de croissance externe dans le secteur de la cybersécurité. C'est vrai que c'était pas
son cœur de métier pur, et il voulait qu'on lui dresse un peu en panorama en France des différents courants et des différents acteurs. Et donc, on lui a dressé un livrable permettant de catégoriser les cibles d'acquisition qu'il pourrait avoir, selon différents critères, des éléments de secteur d'activité, des éléments de solidité financière, des éléments de performance. Donc, on a pu tracer un peu ce livrable-là pour lui proposer une solution en lui disant, bah, aujourd'hui, et au regard de ton besoin, voilà un peu comment se structure le marché, et voilà un peu les pistes que tu peux prendre en compte. Et c'est là que je rebranche à la présentation qu'on vous faisait précédemment, qui est de dire que la corporate intelligence, c'est pas que de la due diligence. C'est répondre à une question précise. Et ces 4 use cases le montrent. On a utilisé différentes techniques et différentes façons de collecter de la donnée pour répondre à une question stratégique. Et pour continuer sur la diversité de la corporate intelligence, on a aussi fait des études sectorielles. Récemment, on avait un client qui, là encore, avait une volonté de se développer à l'international dans le secteur des retardants d'incendie, dans un pays spécifique. Et il voulait connaître un peu quels étaient les acteurs, quelle était la situation de ce secteur-là dans ce pays précis. Et donc, nous avons un peu mappé les acteurs et nous avons identifié finalement une situation de monopole et des liens très forts avec le régulateur. Donc, ça a permis de montrer qu'il était très difficile de rentrer dans ce secteur-là d'activité. Notre livrable propose également des recommandations et un certain nombre d'opportunités annexes, que ce soit le rachat de sociétés annexes ou l'entrée dans des secteurs un peu connexes, par exemple le secteur là dans ce cas précis, c'était le secteur des mousses de classe A qui était plus facilement pénétrable dans ce pays-là. Donc ça, c'est une étude très sectorielle, encore une fois, où on va aller en profondeur dans une localité précise sur les capacités de rentrer dans ce secteur-là et de se développer. Et on fait également du risque pays. Le risque pays, ça peut être très large comme question, c'est-à-dire un client veut s'implanter dans un pays, il a déjà des opportunités, mais il veut connaître un peu quel est le mapping du pays sur tout plein d'aspects différents, que ce soit économique, financier, sécuritaire ou politique. Donc ça peut être très large et prendre beaucoup de facteurs en compte, ou ça peut être beaucoup plus précis. Et là, on a pris un cas qui est beaucoup plus précis parce qu'il est aussi pertinent par rapport à la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. C'était un client qui a un projet au Niger. Il a déjà un partenaire. Et la question que se pose ce client, c'est quels vont être les risques pour mes ressortissants quand ils seront sur place. Donc là, toute la question a été de mapper les différents risques qui existent et de mettre en place des recommandations sur comment assurer la sécurité des ressortissants. Dans quelle zone peut-on aller, dans quelle zone il ne faut pas aller, quelles sont les mesures à mettre en place, etc., etc. Donc là, on est dans une étude de risque pays, encore une fois très spécifique, sur une question précise, mais ça aurait pu être dans un autre pays et sur une question quel va être mon risque sur mon risque financier en cas d'investissement dans le pays. Donc là encore, on est beaucoup à la carte et sur la réponse à une problématique précise. Un autre cas auquel on est pas mal confronté avec Jérémy et les équipes, c'est des reprises de stock. Alors, je pense que vous aussi, c'est des éléments auxquels vous devez faire face. Là aussi, pour moi, la corporate intelligence permet aussi d'industrialiser un certain nombre de due diligence à réaliser. Alors là, on retombe plutôt dans un cadre réglementaire. Mais si jamais j'approfondis une notion qui avait été soulevée par Jérémy, c'est vrai qu'on assiste de plus en plus de clients qui ont des outils ou des bases de données à disposition. L'objectif c'est d'industrialiser les due diligence. Et c'est vrai qu'on a récemment aidé l'un de nos clients
on a pris le contrôle de sa base de données pour notamment identifier tous les faux positifs. La machine en remontait trop. On était principalement en plus sur des géographies d'Europe de l'Est, Ukraine et Russie. Et c'est vrai que la machine n'arrivait pas à dissocier les faux positifs ou les homonymes. Et on est intervenu parce que on a aussi des compétences qui sont un peu particulières, notamment des compétences de langue. Et donc on a pu identifier des seconds prénoms, par exemple. Je pense à des noms qui sont en russe. On a pu retrouver un certain nombre de photos pour aider cette reprise de stock. Et tout ce qui est relatif à l'externalisation de l'évaluation des tiers, je vais pas rentrer non plus énormément dans le détail parce qu'un certain nombre d'entre vous êtes déjà au courant de ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que on externalise, ou en tout cas on essaie d'industrialiser au maximum pour un certain nombre de clients les due diligence à réaliser. Un use case qu'on n'a pas évoqué, ou en tout cas qui n'est pas inscrit ici, mais que je pense qu'il peut être intéressant de partager avec vous parce qu'on l'adresse avec Nicolas et Jérémy, et je terminerai juste par ça sur cet élément-là. Il est de dire qu'aujourd'hui, dans les cadres transactionnels, on intervient aussi de plus en plus. Et on intervient là notamment pour le compte de banque d'affaires ou dans des cas de cession de participation aussi par un certain nombre de fonds d'investissement, où on intervient aussi pour faire des due diligence classiquement sur des dirigeants, sur des personnes morales, mais aussi sur des portefeuilles clients et fournisseurs, de plus en plus, pour démontrer notamment à un futur acquéreur de la stabilité et de l'éthique dans la conduite des affaires. Et ça, c'est un point qui me semble important parce que vous pouvez aussi y être confronté. Mais ces éléments-là, dans le cadre de due diligence à bac, dans des cadres transactionnels, ils nous reviennent de plus en plus et ils apparaissent assez fondamentaux. On a dressé un panorama qui est, je pense, assez large de ce qu'est aujourd'hui la corporate intelligence, entre les moyens pour arriver à capter de l'information, base de données OSINT, UMINT, pour voir les différents produits aussi que pouvait prendre cette corporate intelligence, la due diligence, des études sectorielles, des questions très stratégiques et très ponctuelles. Et on a pu dresser aussi un certain nombre de use cases. Je vous propose, et là justement parce qu'il nous reste 15 minutes, de rentrer dans toutes les questions et les réponses qu'on pourrait vous apporter. Peut-être pour commencer, parce que Florence, vous aviez évoqué un premier point. Florence, vous évoquiez comment évaluez-vous la fiabilité de vos sources humaines. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux répondre à Florence justement sur cette interrogation-là? Alors en fait, je pense que l'une des premières choses à dire, c'est qu'effectivement, quand on est dans le cas de l'UMINT, on est dans le cadre de l'humain et qu'il y a forcément une part plus ou moins forte de subjectivité. C'est-à-dire qu'on peut pas, je peux pas vous répondre aujourd'hui qu'il faut absolument prendre tout pour argent comptant quand on fait de l'UMINT. Ça reste de l'interview. Maintenant, ce que nous, on se borne à faire, c'est d'avoir des partenaires qui sont jugés fiables par nous et sur la place pour aller interroger des personnes qui ne sont pas trop polarisées sur les sujets, qui ne sont pas trop polarisées par rapport aux cibles, et donc le plus fiable possible. Ça, c'est pour nous important. C'est pour ça que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on signe avec un certain nombre de nos partenaires des contrats dans lesquels on établit des règles sur justement toutes ces questions-là de fiabilité et de réponse aux questions. Et puis au-delà de ça, alors évidemment qu'on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on échange. Il arrive aussi que nous, on fasse nos propres recherches sur justement les cibles qui ont été contactées. Si je prends par exemple l'exemple d'une investigation qui avait été fait là encore en Afrique, où on regarde des sources locales, on avait des sons de cloche un peu différents sur la cible. Et donc on a quand même essayé de creuser un peu avec Jérémy et l'équipe sur voir d'où venaient ces personnes-là justement. Quels réseaux étaient les leurs? Et si à travers les réponses qu'ils avaient pu fournir, est-ce qu'ils avaient essayé d'aiguiller finalement une conclusion? Donc, si vous voulez, la fiabilité des sources, on le gère de deux façons, pour synthétiser ce qu'a évoqué Jérémy, c'est-à-dire les partenaires avec lesquels nous, on va signer, déjà, et ensuite, nous, par rapport aux informations qu'on va vous délivrer dans la due diligence, on va aussi, dans un certain nombre de cas, apporter un peu de nuance par rapport à ce qui a été dit. Et justement, si jamais on a des réponses qui sont pas toujours alignées, et ça nous arrive aussi dans un certain nombre de due diligence,
de fournir aussi en fin de rapport un petit reminder sur comment les sources ont été considérées avec un degré de fiabilité. Il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Alors, c'était principalement des outils de renseignement militaire, mais qu'on utilise aussi dans un certain nombre de cas dans des due diligence, dans lequel on va essayer de coter au maximum les sources utilisées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des use cases que vous vouliez, sur lesquels vous vouliez approfondir ou un certain nombre d'éléments. Hélène, merci Une beaucoup. question sur la couverture géographique. Oui. Est-ce qu'on couvre tous les pays, et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette couverture dans des délais qui soient efficaces? Là aussi, deux réponses, et Jérémy avait commencé à l'évoquer. On a d'abord le réseau Grant Thornton International, et ensuite on a nos partenaires. Le réseau Grant Thornton, si vous voulez, une firme doit être accréditée sur des enjeux d'investigation et forensique pour travailler sur ces sujets-là. On a quelques hubs principaux aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, en Chine, en Europe de l'Est et en Grande-Bretagne. C'est les 5 hubs principaux qu'on utilise aujourd'hui. Pardon, Nicolas? En Inde. Et en Inde. C'est aujourd'hui les principaux. J'ai oublié l'Inde. Ouais, et en Inde aussi. C'est aujourd'hui les principaux hubs qu'on va utiliser pour capter de l'information. Reste cependant un certain nombre de géographies qui sont les plus compliquées à pénétrer, plutôt l'Amérique latine et plutôt l'Afrique. C'est principalement sur ces géographies-là que nous, on va faire appel à nos partenaires qui sont dédiés sur la zone. Nous, aujourd'hui, on est assez confiants pour pouvoir dire qu'on peut intervenir sur n'importe quelle géographie dans le monde, pour le coup. Chaque client qui est venu nous voir avec une demande particulière dans un pays, aujourd'hui, on est capable d'y répondre. En moins de 15 jours, ça dépend. Mais identifier des sources, par contre, en moins de 15 jours, Hélène, ça, on est 100% capable de le faire, pour le coup. Parce que nos partenaires, on les a justement choisis parce que eux, ils ont une expertise qui est très forte sur la zone. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. On a des partenaires qui ont un réseau exclusivement sur cette zone-là. On a même certains partenaires qui ont un réseau uniquement en Afrique francophone et d'autres partenaires uniquement en Afrique anglophone. Mais on est assez confiant pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, on peut répondre et on peut faire de l'humint dans tous les pays du monde, pour le coup. Je pense que le pays qui nous a donné le plus de fil à retordre, parce qu'il faut quand même être objectif, c'est le Panama. Parce qu'on est parfois sur des géographies qui sont fiscalement très opaques, et donc pour arriver à rentrer et à sortir de l'information, c'est compliqué, parce que souvent il faut passer par des professions réglementées sur place, qui sont en capacité de sortir de l'information. Mais 99% du temps aujourd'hui, en tout cas sur toutes les due diligence que nous, en tout cas sur toutes les questions qui ont été traitées, on a été en capacité de sortir de l'information, sans problème. Aujourd'hui, ce qu'on perçoit, nous, c'est qu'il y a quand même des géographies privilégiées. On a beaucoup travaillé en Afrique du Sud pendant un moment. Alors, je ne sais pas l'expliquer, mais on a été beaucoup impliqués dans le pays. Et donc là, on est passé soit par une firme Grant Thornton et ensuite par nos partenaires. On est aussi beaucoup dans les Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. C'est des pays, Dubaï aussi, c'est des pays sur lesquels on est beaucoup impliqué, sur lesquels on est aujourd'hui assez à l'aise pour sortir de l'information, parce au regard de l'expérience, on a sorti énormément d'informations. La Russie est une zone qu'on couvre très bien, pour le coup. Et enfin, l'Afrique, plutôt l'Afrique anglophone, est une zone sur laquelle on intervient aussi beaucoup. Avez-vous une cartographie des zones à risque? Très bonne question, Eric. La cartographie des zones à risque, c'est pas un livrable qu'on va pouvoir vous donner demain, comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, nous, on est en capacité, si jamais vous avez une question préliminaire, de vous dire et de faire ce que nous, on appelle en fait un screening préliminaire en vous disant, sur telle géographie, voilà ce qu'on est capable de vous récupérer en base de données, en OSINT et en UMINT. On vous fera toujours la distinction de ce qu'on est en capacité de vous fournir ou pas. C'est vrai qu'il y a certaines géographies, et c'est vrai que quand on parlait du Togo lors du use case précédent, on a tout de suite parlé avec notre client pour lui dire, cette géographie-là, sans faire du mint, vous n'aurez pas d'informations qualifiées. Ça ne permettra pas d'arriver. Donc oui, elle existe, il faut juste qu'on en parle ensemble. Est-ce que vous avez d'autres
d'autres interrogations particulières sur les types de produits, sur les géographies, sur les délais associés. Peut-être que c'était très clair. Si c'est très clair, je vais profiter de ça pour une petite question piège. On a un associé en Chine qui a publié récemment un article sur l'intelligence artificielle dans ces activités-là. Et je sais que c'est un sujet que vous investiguez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un point de vue sur ce que peut apporter ou pas, ou les limites, ou les avantages de l'intelligence artificielle sur ces questions-là? Oui, c'est une question qui nous intéresse beaucoup et le timing est parfait parce que ChatGPT a donné sa dernière version cette semaine, la fameuse version 4 qui est beaucoup plus performante que la version 3. Et ce qu'on peut déjà observer, c'est que effectivement, ça permet d'avoir des premiers éléments, notamment en OSINT, puisque ChatGPT va screener l'OSINT. Et donc, si on pose des questions à ChatGPT, il peut faire remonter des premiers éléments de risque. Après, je pense que c'est encore trop tôt pour s'appuyer que sur ça. Alors, je pense qu'on va s'approcher finalement de ce qu'est une base de données, parce qu'une base de données fonctionne déjà avec des API, fonctionne déjà avec de l'intelligence artificielle, et donc permet de capter de l'information. Je pense que ChatGPT va s'approcher de ça de façon plus brillante, c'est sûr, mais il va encore y avoir besoin de nous, Nicolas, pour derrière traiter cette information et aller gratter là où il semble être plus intéressant d'aller gratter. Et on ne pourra pas encore se reposer uniquement sur ChatGPT. Mais c'est vrai que c'est très intéressant sur la remontée d'informations que ça peut donner et sur la qualité des sources. Et c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est vrai qu'à date, parce que l'intelligence artificielle, et là on parle notamment de ChatGPT parce que c'est l'outil le plus connu, ce qu'il a encore le plus de mal à faire, c'est finalement de faire des liens. Et c'est en ça qu'on estime que l'analyse humaine aujourd'hui reste un peu fondamentale, parce que arriver à croiser justement diverses sources d'informations, des éléments de registre du commerce, des condamnations, des articles, des photos, des éléments provenant des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans analyse humaine, ça reste un peu compliqué. C'est vrai que ChatGPT aujourd'hui en fait peut devenir un outil de plus parmi la boîte à outils de l'OSINT in fine. C'est un peu la vision qu'on en a aujourd'hui. Surtout que je pense que l'outil va être de plus en plus performant sur des cibles qui vont être des grands groupes étrangers ou nationaux ou internationaux. Mais quand on est dans le cadre d'un petit fournisseur perdu en Chine, je pense que l'information remontée sera quand même beaucoup plus limitée et il y aura forcément besoin d'aller gratter en dehors de l'outil. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Et je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions. Une dernière chance, si un ou une timide n'osait pas se lancer, et sinon on en restera là. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Le support qui a été utilisé sera partagé avec vous tous. Il va vous être envoyé. De même, il y a un replay qui sera disponible sur ce webinaire, et donc vous pourrez soit revisionner, soit partager avec des personnes qui n'auraient pas pu se libérer pour cette session. On espère que cela vous aura intéressé, puis on aura bientôt le plaisir de vous croiser et de vous revoir. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Et merci beaucoup Thibaut et Jérémy pour votre témoignage et votre expertise. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.